Bonjour à toutes et à tous, c'est Philippe de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Buzz. Une fois n'est pas coutume, dans cet épisode, c'est Tamatea qui est partie à la rencontre de Tiana Valancourt, fondatrice de la Maison Valancourt, créatrice de bijoux, qui vient d'ailleurs récemment d'ouvrir son showroom à Papeete. Sans plus attendre donc, je te laisse en compagnie de Tiana et de Tamatea pour découvrir le profil et le parcours de cet entrepreneur. Bonjour Tiana, merci de nous accueillir ici. Afin de commencer du coup ce podcast, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter ton parcours et nous parler de toi? Oui, donc je m'appelle Tiana Valancourt, je gère l'entreprise Maison Valancourt, qui est une entreprise de bijoux. J'ai commencé il y a 5 ans officieusement, 4 ans officiellement. Et voilà, j'étais partie faire mes études en France. Et quand je suis revenue, j'étais revenue juste pour les vacances. J'avais décidé de lancer un petit peu des bijoux pour des copines. J'ai fait une exposition et ça a plu. Donc je me suis dit pourquoi pas continuer. Et voilà, 5 ans après, j'ai un showroom Maison Valancourt. Félicitations du coup. Merci. Du coup, question un peu évidente, comment est-ce que tu as vécu, comment est-ce que tu as traversé cette crise du Covid, comment est-ce que tu as été affectée, comment est-ce que toi tu vis jeune entreprise justement cette période Covid? Moi, ça a été en fait pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai un autre travail à côté. Donc ça m'a permis de ne pas être complètement sous l'eau. Et ça m'a permis, en fait c'est ça aussi qui a permis de lancer Maison Valancourt sans faire 36 000 emprunts. C'est-à-dire que j'ai lancé la boîte avec à côté un travail. Mais ça m'a permis du coup de traverser la crise avec un peu plus sereinement. J'étais pas juste dépendante des bijoux. Et deuxièmement, en fait, avant le showroom, moi je travaillais que avec Internet, donc que via un site. Et il y a eu énormément de livraisons qui se sont mises en place pour toutes les entreprises. Et moi, je le faisais déjà en fait depuis le début. Donc les gens ont continué à acheter et je les livrais normalement. Donc c'est vrai que j'ai pas eu trop de problèmes. Alors évidemment, il y a eu moins d'achats, hein, c'est sûr. Mais je pense que ça a été moins dur que beaucoup d'autres entreprises. Donc je touche du bois pour que ça continue. Mais ça s'est bien passé. Ok, d'accord. Ouais. Et du coup, comment est-ce qu'on arrive à jongler justement le lancement d'une entreprise et un deuxième travail? Eh bien, on n'a plus de vie sociale. Voilà, le secret. Okay. Non, c'est assez compliqué, mais j'ai de la chance parce que voilà, il y a plein de gens qui n'ont déjà pas de travail ou qui n'arrivent pas à en trouver. Donc moi, j'ai la chance d'avoir un travail qui me plaît et de pouvoir lancer mon entreprise. Et voilà. Donc ça demande beaucoup de concessions, beaucoup d'heures de travail. Généralement, en fait, je travaille ici la semaine et ensuite le week-end, je travaille un de mon autre travail. Donc c'est chaud, mais c'est génial parce que grâce à ça, voilà, je peux me lancer. Ok, effectivement. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené dans ce domaine justement de la bijouterie? Qu'est-ce qui a fait éclore chez toi cette idée-là? Bonne question. En fait, j'ai vraiment, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours créé des choses avec mes mains. Même toute petite, ma mère me disait que... En fait, je les créais, mais surtout, je les vendais. Parce qu'il y avait quand même le business jamais très loin. Donc, je créais déjà petite des petits accessoires pour les stylos, des choses comme ça, que je vendais à mes copines à l'école. Donc, il y a toujours eu un peu ce truc de créer. Mon père est artiste peintre. Donc... c'est un peu normal en fait de créer. Enfin, baigner très tôt dedans, tout ce qui est création, vouloir toucher un peu avec sa main, faire des choses. Et avec malgré tout ce petit côté un peu business où très tôt on essayait de vendre ces petites créations alors. Ouais, assez tôt. Et puis en fait j'ai commencé, c'est en étant à Paris que j'ai vu qu'il y avait peut-être un petit manque en Polynésie, c'est-à-dire que il y a toujours ce côté, les bijoux avec les perles, mais je voyais qu'il n'y avait pas cette petite touche de modernité qu'on avait à Paris, par exemple, avec des bijoux assez fins, qu'on peut accumuler, des choses comme ça. Donc je me suis dit, pourquoi pas en proposer à des copines à Paris déjà, en leur fabriquant des bijoux avec des kéchis, parce que c'est vrai qu'en France, on ne connaît pas du tout les kéchis en fait, ou très peu. Et voilà, j'ai vu que mes copines aimaient bien, elles en commandaient pour leurs amis, etc. Et j'ai fait ma première exposition à Paris. Il y a eu 2 personnes, c'était mes copines qui sont venues. Bien commencé voilà.
Et en fait, donc, comme je disais, en revenant à Tahiti, je me suis dit pourquoi pas essayer avec la matière première qui sont les kéchis. Et voilà, ça s'est fait un peu de fil en aiguille. Mais justement, la question c'est qu'est-ce qui pour toi fait un peu ton style différent? Donc tu nous parles de ces kéchis, est-ce que tu peux un peu plus développer? Qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Pourquoi est-ce que justement tu veux vraiment développer ça? Ou du coup peut-être délaisser d'autres choses qui sont un peu plus communes comme la perle ou la nague, des choses comme ça? C'était vraiment l'envie de faire des bijoux qu'on peut porter tous les jours et qu'on peut accumuler. Donc ce style un peu moderne. Et je trouve que les kéchis, on arrive à le faire parce que déjà ils sont beaucoup plus petits que la perle. Une perle à accumuler, à part avoir un sautoir, c'est un peu compliqué. Enfin, ça fait tout de suite assez classique, alors que le kéchi déjà, il est plus petit. Je trouve que l'idée qu'il soit complètement original, un kéchi, ça n'a pas du tout une forme ronde. Donc on a cette idée qu'il est unique. Et ça permet de proposer au client un bijou unique avec des reflets vraiment propres à chaque bijou et à pouvoir faire des accumulations en fait, pouvoir mettre plein de bijoux. Et c'est ça qui m'intéressait avec le kéchi. Je trouve ça plus mignon. Super. Et du coup, dans cette idée-là, finalement, tu nous as dit que tu étais parti sur Paris, que tu avais commencé à créer un peu là-bas. Pour toi, c'est quoi finalement l'entrepreneuriat polynésien en fait? Quelle est l'idée de l'entrepreneuriat polynésien? Parce que justement, toi, tu as réussi à apporter quelque chose que tu as vu de l'extérieur, mais du coup, dans ta vision, est-ce que l'entrepreneuriat polynésien, c'est vraiment quelque chose purement d'ici? Ou est-ce que c'est un mélange? Je pense que c'est un mélange. Je pense qu'on est... Comment dire? C'est toujours, pour moi, toujours plus intéressant de voir ce que les autres font à l'extérieur, de pouvoir s'en inspirer. Et de pouvoir mélanger ça justement avec les ressources qu'on a en Polynésie, avec le savoir-faire qu'on a en Polynésie. Et c'est ce mélange qui fait qu'il y aura de l'originalité, que ce sera plus intéressant même pour les clients, parce que si on reste en Polynésie à toujours faire la même chose, à un moment c'est plus trop intéressant. Enfin, manque de diversité. Ouais, à mon avis. Un petit renouveau, quelque chose de différent un peu, effectivement. Ok. Du coup, pour l'instant, ta jeune petite carrière d'entrepreneuse se passe bien, on le voit. Et quelle est pour toi, à l'instant, ta meilleure expérience, ton meilleur souvenir, la chose que tu as vraiment appris et qui t'a vraiment boosté, et celle qui a été pour toi un peu la pire expérience de cette petite aventure entrepreneuriale? La meilleure expérience, c'est de voir des gens dans la rue porter mes bijoux. Ça passe jamais, c'est vraiment un plaisir. Et ouais, c'est génial. C'est génial de voir des gens qui apprécient mon travail, qui le portent. Et il n'y a rien de plus... de mieux, en fait, de voir que les gens aiment quelque chose que tu crées. Parce que c'est vraiment une création et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc ouais, c'est bien. Ça, c'est une meilleure expérience. Et après, la pire expérience... Pour l'instant, j'en ai pas eu énormément. Bon, il y a toujours l'histoire redondante de la copie en Polynésie qui est quand même très présente et qui est forcément pas très agréable. Après, je m'étalerai pas forcément là-dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent déjà. Voilà. Je pense, ouais, c'est pas très... Okay. C'est le pire à la limite. Après, ça permet aussi de se renouveler. Enfin, j'essaye toujours de tirer un petit peu, pas profit, mais de voir le positif dans ce genre de choses. Et ça serait, il copie un modèle, ok, je vais en faire un autre. Et les gens, au final, j'ai de la chance, connaissent ma marque et reconnaissent mes bijoux. Donc, il y a des gens qui font le choix d'acheter Maison Valancourt. Donc, et ça, du coup, ils reconnaissent les copies et font le choix, du coup, de ne pas les acheter. Et ça, c'est quand même... c'est super. Ah oui, j'imagine, ça doit être très plaisant de voir que les gens sont fidèles et veulent vraiment avoir la vraie marque. Ok, très bien. Est-ce que tu peux justement, dans cette idée-là de copie, si tu veux bien... Je vous donne les noms, non. Non, mais effectivement, comment est-ce qu'on arrive finalement à se protéger de la copie? Est-ce que c'est impossible finalement, ou est-ce que c'est vraiment, on fait avec, ça fait partie du marché, on n'a pas le choix? Ou non, au contraire, on peut faire des choses, on peut se battre. On peut se protéger, c'est sûr, parce que moi j'ai vu un avocat déjà justement pour lui en parler et pour savoir quels étaient les recours. Mais je pense que ça reste tout de même compliqué. C'est-à-dire qu'il faut forcément déposer les modèles à l'INPI. En les déposant, il faut que ce soit des créations originales.
Comment vraiment savoir si ta création est originale? Alors bon, il y a des modèles qui effectivement, tu peux les déposer, mais et même comme ça, je pense que quand quelqu'un le copie, il faut ensuite lui envoyer un courrier, il faut passer au tribunal, donc c'est des choses qui sont quand même assez lourdes. Moi, j'ai pas eu encore recours à ce genre de choses. Les machines administratives. Ouais, mais après, si, ça se fait. Ça se fait, je pense qu'il y en a ici qui l'ont déjà fait, qui sont allés jusqu'au tribunal et je sais pas s'ils ont gagné ou pas, mais ça se fait. Après, j'avoue qu'effectivement, c'est assez lourd et pour l'instant, j'ai tellement de travail que c'est pas dans mes priorités. Mais si, on peut se protéger, bien sûr. Après, je pense que pour les bijoux, c'est un petit peu particulier, comme peut-être pour le textile, où je pense que c'est plus compliqué de déposer un modèle à l'INPI. Qu'une création, par exemple, je dis n'importe quoi, mais un briquet, tu vas faire quelque chose de vraiment original et tu vas le mettre et ça sera plus facilement défendable que... Voilà. Mais il y a tout un processus, il faut dater, antidater ses dessins, voilà, il y a plein de choses qui peuvent se faire, oui, et qui viennent encourager si jamais tu dois aller au tribunal, mais... Ok. Gros processus. En tout cas, je te remercie. Je te propose qu'on fasse une petite pause et puis qu'on continue ensuite. Et du coup, tu nous as parlé un peu plus tôt de ta première exposition qui s'est faite à Paris. Donc finalement, la Maison Valencourt, elle est née où finalement? Elle est née entre Paris et Tahiti, et c'est ce que je dis d'ailleurs dans mes textes un petit peu pour présenter la marque, c'est... le raffinement polynésien mélangé au luxe parisien. Bon, c'est une phrase un petit peu bateau, mais l'idée c'était vraiment, c'est ça, c'est de mélanger, c'est ce que je disais en fait, la Polynésie et un peu le style qui peut plus s'exporter plus facilement pour la clientèle que je touche en tout cas. Parce qu'évidemment, il y a des clients qui sont intéressés par les bijoux polynésiens, qui sont assez riches, qui veulent vraiment les perles, des choses... Et moi, je pense que ma clientèle est plus jeune, peut-être avec un pouvoir d'achat un peu moindre que par exemple des clients pour les perles. Et ça leur convient d'avoir justement ce mélange keshi, chêne en goldfield. Donc voilà. Entre deux, c'est-à-dire d'avoir le droit quand même d'avoir de belles parures et surtout avoir à aligner certaines sommes assez conséquentes. Et du coup, tu nous parles un peu de cette... Comment est-ce que tu décrirais le style? Parce que tu faisais un peu ce style polynésien avec le luxe parisien. Pour toi, comment est-ce que tu visualises un peu ce style polynésien qui a quand même beaucoup évolué sur les 20, 30, 50 dernières années? Quand je dis style polynésien, c'est vraiment déjà en utilisant les matières premières, donc la nacre, les keshi. J'utilise un peu de perles maintenant. Et j'essaye de travailler aussi principalement avec les modèles qui sont polynésiennes. Ma photographe est quelqu'un qui a vécu ici toute sa vie, qui est Kima Krish, qui maintenant est en France. Mais donc en mélangeant un petit peu tous ces deux mondes, c'est-à-dire des gens qui viennent d'ici, des matières premières qui viennent de Polynésie, et après le parisien ou français, c'est plus ce style d'accumulation, de petits bijoux qu'on n'est pas obligé... on n'est pas obligé de se ruiner, on peut avoir acheté un petit bracelet ou 5, voilà, parce que je fais des prix un peu plus abordables que ce qu'on pourrait voir, ce qu'on pouvait voir en tout cas à l'époque sur le marché quand je suis arrivée. Ok. Et du coup, quand tu es arrivée, donc tu nous as dit, tu as commencé à te lancer un peu tranquillement et ensuite avant de te lancer officiellement. Quels sont finalement les petits conseils que tu pourrais donner aux personnes qui ont envie de se lancer, qui hésitent justement à se lancer, qui sont en train de se dire ah, c'est trop compliqué? C'est quoi pour toi les bons conseils que tu aurais voulu avoir lorsque tu t'es lancé? Bien calculer ses prix, c'est bête, mais c'est vraiment quelque chose qu'on ne nous apprend pas. Enfin, on nous apprend parce qu'il y a des organismes qui sont faits pour vous accompagner aussi. Il y a la CCISM et moi, c'est vrai que j'ai un peu coupé, j'y suis pas allée. Enfin, parce que j'ai commencé toute seule, que ça allait vite et que je me suis dit que ça allait. Mais tout ce qui est comptabilité, moi, c'est un enfer, c'est trop compliqué. Et c'est des choses... Enfin, là, si j'avais été accompagnée, je pense que ça aurait été beaucoup plus simple. Et ça m'aurait évité pas mal de pertes de temps. Donc déjà ça, calculez bien vos prix, c'est important.
Ensuite, il faut pas, ça paraît un petit peu bateau, mais il faut pas hésiter. Il faut pas se poser de questions, il faut y aller en fait. Il faut créer, il faut faire, il faut se faire connaître comme ça en fait. Et c'est vrai que moi j'ai tout le temps peur. Hein. L'entrepreneuriat, c'est génial, mais c'est fait de stress et de pleurs c'est vraiment compliqué, mais c'est tellement gratifiant en fait d'avoir son entreprise. Ou même si ça marche pas forcément au début, parce que ça marche pas forcément au début, mais c'est d'y aller parce qu'au final c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui émane de vous. Donc je pense que c'est la meilleure des expériences. Donc allez-y, faut travailler. C'est horrible à dire, mais voilà, moi j'ai pas de vie. Pendant des années, c'était compliqué. J'ai un compagnon, voilà, tous les week-ends, il allait voir ses copains parce que moi j'étais pas là, quoi. Donc il faut essayer de gérer tout ça, mais ça porte ses fruits, forcément. Je pense. Ok. Du coup, tu nous as parlé effectivement de cette partie un peu comptabilité, les comptes, et tu nous as parlé un peu de justement ta vie sociale. Est-ce que c'est difficile, voire pas possible finalement, de faire un assemblage des deux? C'est-à-dire vraiment il faut choisir soit on monte son entreprise, soit on a une vie sociale, ou il faut vraiment se lancer à 200 000%, on y va et on met tout de côté et on lance sa marque et c'est comme ça? Je pense qu'il faut se lancer de toute façon à 200 000% si on veut que ça fonctionne. Après, je pense que ça dépend de quel métier on parle, ça dépend de quelle entreprise on parle. C'est forcément gérable. C'est gérable. Peut-être que je ne suis pas la mieux organisée de toutes les... C'est très possible aussi. Après, j'ai mis du temps à me lancer vraiment parce que je pense que justement, j'avais un autre travail à côté. Ça m'a permis de me lancer, mais ça m'a aussi donné une espèce de sécurité qui fait que je me disais, bon, je peux y aller aussi plus doucement. Et donc, ça dépend vraiment, je pense que c'est au cas par cas, mais... voilà, j'étais toute seule pendant très longtemps à faire les bijoux, à faire la com. Donc tout ça, c'est des choses qui, au final, si on se lance vraiment, on peut tout de suite déléguer et peut-être que ça pourra grossir plus vite et du coup, peut-être que ça sera plus simple. Moi, j'ai pris mon temps, concrètement, parce que je pense que quand on n'a pas de filet de sécurité derrière, on n'a pas le temps. Donc on y va à fond et peut-être que ça va plus vite et que du coup on peut aller plus vite à une soirée avec ses copains. Mais non, je pense que c'est gérable d'avoir une vie sociable et une entreprise, bien sûr. Ouais, il n'y a pas une seule façon de faire. Non. Après, moi, c'est ma passion, c'est-à-dire que j'adore rester là tard. Je préfère faire ça que sortir en boîte de nuit. Enfin, c'est vraiment... Et généralement, quand on monte son entreprise, c'est un petit peu ça. C'est quelque chose qui nous passionne. Donc, c'est certes des concessions, mais c'est pas non plus... moi, j'aime bien ce que je fais. J'adore même ce que je fais. Oui, justement, c'est très souvent un peu la question qui peut revenir. C'est finalement, quand on monte son entreprise, est-ce que c'est vraiment un travail ou vraiment c'est quelque chose qu'on ne ressent pas comme un travail et du coup qu'on y va parce que justement on y croit, c'est quelque chose qu'on a envie de faire, à contrario d'aller à un travail par exemple où on est payé certes mais qu'on n'a pas forcément envie. Oui, c'est sûr, oui, bien sûr. Ouais. Après, c'est pas que du fun, hein, parce qu'il y a la comptabilité à faire. Non, il y a aussi il y a plein de choses à gérer, mais oui, c'est sûr que c'est génial. Du coup, toi, ce qui t'a passionné, ce qui te passionne toujours, c'est vraiment cet aspect création et tout. Mais en tant qu'entrepreneuse, j'imagine, donc tu parlais de la comptabilité qui t'exaspère un peu, mais j'imagine que tu as dû apprendre énormément de choses, non seulement sur toi-même, mais aussi sur le fonctionnement d'une entreprise, au-delà de justement cet aspect création. Qu'est-ce que toi tu as appris, les choses où peut-être tu t'es découverte, finalement je suis plutôt très bonne en communication ou des choses comme ça? C'est vrai qu'on est obligé de toucher un petit peu à tout, ce qui fait que c'est aussi très intéressant et qu'on ne peut pas forcément faire dans une entreprise où on est embauché parce qu'on a un travail fixe, on fait ça. Donc c'est vrai que, alors moi ce que j'adore c'est effectivement les réseaux sociaux, donc c'est quelque chose qui me passionne. J'ai réussi du coup j'étais obligée, j'ai touché le micro. J'étais obligée de m'en occuper et ça a été un petit peu, pas une révélation, mais c'est deux choses. En plus, en 2021, on est obligé de savoir communiquer et c'est ce qui fait aussi, je pense, la force de Maison Valencourt, c'est qu'on a su communiquer sur les réseaux sociaux
et ce qui a permis de toucher beaucoup de gens en métropole, etc. Donc ça, c'est vrai que je l'ai découvert un petit peu sur le tas et j'adore ça. Il faut manager des gens aussi, moi c'est tout nouveau, donc ça y est, j'ai quelqu'un qui travaille avec moi. Et voilà, donc en fait on apprend tous les jours, c'est clair, il faut aussi faire de la vente, s'adresser aux clients, c'est plein de choses qu'on découvre sur le tas, qu'on aime ou qu'on aime moins, mais ça fait partie de l'entrepreneuriat, clairement. Ouais. En tout cas, je te remercie, je te propose de faire une deuxième petite pause, tranquillement, et puis on se retrouve ensuite. Ça marche. Donc de retour avec Tiana, encore une fois, je te propose de continuer justement sur cet aspect découverte un peu des skill sets que tu as vu. Donc tu nous as parlé de tout ce qui est développement des réseaux sociaux, où tu n'étais pas forcément une experte dans le domaine et tu t'es lancée. Comment vois-tu aujourd'hui le domaine des réseaux sociaux? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est absolument indispensable? On ne peut plus vivre sans une communication sur les réseaux sociaux, ou on peut encore finalement réussir à faire des ventes totalement honorables sans avoir recours aux réseaux sociaux? Moi, je suis pro réseaux sociaux. Pas forcément dans la vie privée, mais en tout cas pour l'entreprise, oui, je pense que c'est un outil incroyable quand on sait le gérer. Ça permet de toucher, voilà, on a les ciblages, on peut toucher des personnes qu'on ne pourrait pas forcément aborder lors d'une exposition. Moi, concrètement, quand je fais la promotion, que ce soit pour le showroom, pour un événement, pour une nouvelle collection, c'est les réseaux sociaux. Principalement Instagram, d'ailleurs, plus que Facebook, ce qui est un petit peu... je sais qu'en Polynésie, c'est plutôt Facebook qu'on utilise. Alors, je ne suis pas expert, mais il me semble effectivement que c'est plus Facebook. Mais oui, moi je pense qu'on a besoin des réseaux sociaux et que c'est vraiment un outil génial pour une entreprise. Donc au jour d'aujourd'hui, une entreprise qui n'aurait pas forcément recours aux réseaux sociaux, c'est une entreprise qui se met en danger ou en tout cas qui ne met pas toutes les chances de son côté. Je pense. Après, je pense aussi qu'en Polynésie, c'est particulier dans le sens où c'est petit et qu'il y a déjà des entreprises qui ont un nom, qui avaient un nom avant les réseaux sociaux. Je sais pas, je dis par hasard, je dis Van ou des choses comme ça. Voilà, c'est des entreprises que l'on connaît et qui ont déjà une réputation. Donc, mais même, je pense qu'il faut vivre avec son temps. Pour pouvoir perdurer en fait. Tout oui, et c'est les réseaux sociaux. Ouais. Et c'est forcément. Ok, donc pour toi c'était une super expérience de se lancer là-dedans, quelque chose que tu as adoré en plus de faire dans tes créations. Ouais. Et la troisième chose du coup, c'est tu m'as dit tu as commencé à manager des gens. Manager des gens, effectivement ça aussi c'est une expérience, travailler avec de l'humain, c'est une autre forme de travail. Comment est-ce que du coup toi tu te découvres justement là-dedans? Est-ce que toi tu te découvres bon manager, mauvaise manager? Non, tu pas là. Mais justement comment est-ce qu'on arrive à travailler avec quelqu'un, comment on s'ajuste, comment est-ce qu'on a le rôle de patron, comment est-ce qu'on délègue, savoir que c'est pas nous qui allons faire les choses alors qu'on a une vision de qu'est-ce qu'on veut faire. Tu vois ça? Je dirais qu'il faudrait lui demander parce que peut-être que je suis nulle comme manager, mais je suis très... je me rends pas compte encore parce que, encore une fois, c'est tout nouveau. Je travaille avec des gens, mais c'était plus des patentés. Donc là, c'est vraiment un CDI. Pour l'instant, ça se passe très bien. Vu qu'on est une micro-entreprise, en fait, on n'est même pas une petite entreprise, on n'est que deux pour l'instant. On travaille tous les jours ensemble. Quand on crée des bijoux, on est face à face. Donc en fait, il faut forcément que la relation soit agréable. Et c'est vrai que je mise pour la fiche de poste que j'ai publiée. Donc, il y a plein de gens qui sont venus, que j'ai rencontrés. Et évidemment, le fait qu'elles aient déjà fait des bijoux, ça compte. Mais j'ai aussi vraiment misé sur le côté humain. Parce que si on est tous les jours avec quelqu'un et qu'on ne s'entend pas avec la personne, moi, c'est pas possible. Donc je dirais qu'il faut ce côté humain qui prime en fait plus à la limite que sur le savoir-faire. Parce que le savoir-faire, ça s'acquiert. Alors que si l'employé est nul et pas cool, c'est plus compliqué. Donc non, là c'est plutôt le côté humain à privilégier. Okay. Enfin moi en tout cas pour ma méthode de manager. Après je pense que les plus grosses entreprises, s'ils ne voient pas leurs employés tous les jours, c'est pas forcément un problème. Ouais, effectivement, je pense qu'il doit y avoir une question d'échelle, effectivement, comme tu l'as mentionné, de travailler avec quelqu'un tous les jours, de voir cette personne.
on est un peu obligé d'avoir un bon ressenti, feeling, un bon feeling avec cette personne pour pouvoir justement avoir des relations sereines. Ok, très bien. Je te propose 3 questions. Tu me réponds optimiste ou pessimiste. Et ensuite on développe. Ok. Alors, ton futur personnel, comment est-ce que tu le vois? Optimiste. Le futur de ton entreprise? Optimiste. Et le futur du Fénois? Ah, optimiste. Optimiste. Oui, je suis plutôt optimiste comme fille. Ok, super. Optimiste à fond. Alors du coup, ton avenir personnel, optimiste, c'est-à-dire? Bah écoute, pour l'instant c'est plutôt optimiste pour tout ce qui se passe, donc on a une belle évolution et je vois pas pourquoi on s'arrêterait là, donc l'idée c'est que on continue, voilà, on va rencontrer plein d'autres personnes, on aura d'autres opportunités, que ce soit en Polynésie ou à l'étranger, ouais non, c'est parti. Donc du coup là, est-ce que c'était pas un mélange entre le futur de ton futur personnel et le futur de l'entreprise? Ah oui, j'ai mélangé, mais je mélange souvent ma vie personnelle. Je vois, mais il n'y a pas de problème. Parce que c'est ma vie, enfin concrètement c'est vraiment c'est un personnel, oui, optimiste aussi, tout va bien. On fait tout ce qu'il faut pour. Ouais. Ok. Et du coup le futur du Fénois, optimiste? Un petit peu plus hésitante, mais plus hésitante, oui, par rapport à tout ce qui s'est passé, le Covid, la crise. J'avoue que je ne suis pas spécialement au fait des chiffres et de tout ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a beaucoup de monde qui ont perdu leur travail quand même. Donc j'espère que ça va aller pour eux. On comprend ça. Pas du tout. Oui, optimiste parce que je pense qu'on arrivera à se relever de cette crise, que j'ai vu pendant le confinement que les gens avaient mis en place plein de choses pour se débrouiller, qu'il y avait quand même un élan de solidarité assez fort et que ce soit pour, je sais pas, les agriculteurs, il y a eu plein de choses qui se sont mis en place et je pense qu'on va réussir à... On va transformer en tout cas, peut-être que ça sera pas comme avant et peut-être que c'est mieux d'ailleurs, mais l'idée c'est qu'on transforme ce qui s'est passé, qu'on s'en inspire et qu'on essaye d'aller au-delà et de faire des choses autrement et du coup ça sera peut-être mieux. Oui, effectivement, développer une forme de résilience un peu qui du coup justement a été bien mise en évidence avec cette fameuse crise du Covid. Effectivement. Ok, très bien. Afin de conclure, est-ce que tu aurais un message du coup à lancer aux jeunes entrepreneurs? On en a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais du coup un message que tu aurais envie de leur laisser pour que potentiellement ils se lancent ou même qu'ils découvrent des idées, pourquoi est-ce qu'ils auraient lancé dans l'entrepreneuriat, se découvrir soi-même aussi, travailler avec des gens. Apprenez la compta. Non. La fille fait une fixette. Ou déléguer, tout simplement. Ou déléguer. C'est ce que je fais maintenant. Donc oui, déléguer. Ça, c'est un truc très important. On a du mal, en fait, je pense, quand on se lance à déléguer parce que c'est un peu notre petit bébé. Mais c'est vrai que déléguer, c'est vraiment c'est important. Donc déléguer. Lancez-vous. Je pense que la crise a apporté énormément d'incertitudes, mais j'ai vu qu'il y a aussi énormément de gens qui se sont lancés à ce moment-là. Et j'ai l'impression que c'est un peu un mouvement qui est en train de se faire parce que c'est tellement changeant qu'en fait, je pense que c'est le moment aussi d'essayer des nouvelles choses. Donc, n'ayez pas peur, lancez-vous. Voilà, il y a des gens qui sont là pour nous aider, que ce soit la famille, que ce soit justement des institutions, des entreprises. Enfin, je pense que il faut avoir peur, certes. Enfin, il faut avoir peur. On a forcément peur, mais faut y aller parce que qui ne tente rien n'a rien. Oui, c'est un peu bête, mais c'est vrai. Ouvrez-vous sur l'extérieur. En fait, sur les entreprises à l'extérieur, sur ce qui se fait à l'extérieur, justement pour pouvoir l'apporter ensuite, le mélanger à votre entreprise, et c'est que bénéfique. Moi, je suis... les gens ne comprennent pas trop, mais je pense que allez voir la concurrence, allez voir ce qui se passe en fait. Et la concurrence, c'est bénéfique en fait, parce que ça nous permet d'avancer et de se renouveler et de ne pas rester... assis sur ses acquis. Ouais. Donc voilà, il faut s'ouvrir à l'extérieur et Je te remercie en tout cas, Tiana. Très bon message. Merci de nous avoir accueillis dans ton fabuleux bureau, showroom, atelier. Tout ce qu'il faut, qui était magnifique. Et puis je te souhaite une bonne journée et une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci.
Voilà, c'était donc le nouvel épisode des Pacific Buzz enregistré avec Tiana de Maison Valencourt dans son showroom de Papeete. J'espère que cet échange avec Tiana, qui a accepté de se confier sur son parcours, sur ses challenges et sur sa façon d'affronter ses peurs, t'aura inspiré et t'aura peut-être aidé également, si tu penses à te lancer, à trouver le moyen de surmonter les tiennes. Comme le démontre Tiana, il n'y a pas de recette type d'entrepreneuriat et l'important reste sans doute la passion que l'on a pour son projet. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes proches, tes collègues ou ta famille. N'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux, à le noter sur ta plateforme de podcast préférée. Ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer. Je te retrouverai très bientôt pour un nouvel épisode, un ou une nouvelle entrepreneur et terminer la saison 3 de ces Pacific Buzz. D'ici là, prends bien soin de toi et à bientôt. Nana!